Le mythe d'Hitler. La propagande l'a réduit à un homme qui serait entré dans l'histoire en surgissant du néant. Un être qui se veut supérieur à tous les autres, sans attache, sans origine. Dans cette caricature, il n'y a pas de place pour la famille. Personne ne doit en entendre parler. Son demi-frère Aloïs tient un restaurant à Berlin. Sa demi-sœur Angela est femme au foyer. Sa sœur Paula est fiancée à un tueur en série. Un de ses neveux part à la guerre. Au nom de son oncle, un autre lui déclare la guerre. I hope to take an active part in the liquidation of this man, my uncle, who has unleashed such misery upon the world. Une famille qui cache bien des secrets. Des études récentes ont révélé pourquoi le tyran reniait ses origines. Il craignait que sa famille ne le rendît vulnérable. Mais qui étaient ses proches parents? Quel rapport entretenait le dictateur avec eux? Et que pensait-il de lui? Hitler n'aurait rien dit si on l'avait décrit comme le pire antisémite du monde ou comme un leader mégalomaniaque qui n'hésitait pas à sacrifier des millions de vies pour relever d'incroyables défis militaires. Ça ne l'aurait pas dérangé, même s'il y avait une chose qu'il ne voulait pas entendre dire de lui, c'est qu'il se comportait en bon père de famille. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas grand-chose concernant les proches d'Hitler. De nombreuses traces ont été effacées. Les historiens Timothy Reibach et Florian Bayerl tentent d'éclaircir le mystère. Quand on commence à étudier son histoire familiale, c'est impressionnant de voir tout ce qui n'a jamais été révélé. Et je crois que le seul moyen pour Hitler d'y faire face était de mettre tout ça sous clé et de le cacher au grand public. L'un des chapitres les plus sombres concernant la famille d'Hitler n'a été dévoilé que récemment. En janvier 1944, le secrétaire d'Hitler, Martin Bormann, reçoit un étrange document, un dossier secret de Himmler concernant la famille d'Hitler au contenu extrêmement actuel pour l'époque. Sur ordre du chef des SS, des agents de la Gestapo s'étaient rendus à Graz, en Autriche, pour vérifier si les rumeurs étaient fondées. Il se murmurait que les proches du Führer habiteraient dans cette ville, des débiles et des fous, selon le rapport, une monstrueuse allégation. Un commando SS a retrouvé celui qui avait fait courir ces rumeurs et a constaté que la famille Veit, habitant à Graz, était bien directement apparentée à Adolf Hitler et qu'elle présentait des cas de maladie mentale héréditaire, comme par exemple la petite nièce d'Hitler, Aloysia Veit. Son dossier médical a été découvert il y a seulement peu de temps et examiné avec l'aide du directeur de l'Institut de médecine légale à l'université de Munich. On constate que chez la famille Veit, les frères et les sœurs souffraient aussi d'anomalies sur le plan psychique. Pour le dire de façon plus familière, dans cette famille, le ver était dans le fruit. Et quand on remonte aux origines, on se rend compte qu'il y avait aussi des anomalies sur le plan psychique dans la lignée des ancêtres. On est en droit de se demander s'il n'y avait pas des prédispositions dans la famille d'Adolf Hitler qui auraient pu entraîner le développement de maladies mentales. Aloysia Veit, petite nièce d'Hitler, souffre de schizophrénie. Elle passera 9 ans enfermée ici dans l'hôpital psychiatrique am Steinhof de Vienne. À l'époque, le programme d'euthanasie nationale socialiste classe des milliers de malades dans la catégorie « ne mérite pas de vivre ». Aloysia est transférée à l'asile du château d'Artheim, en réalité un centre d'euthanasie. C'est une condamnation à mort. À l'époque nazie, environ 30 000 malades mentaux auraient été assassinés ici. Aloysia Veit
meurt en décembre 1940 dans la chambre à gaz du château d'Ardheim, victime d'un programme meurtrier mis en place par son grand-oncle, Adolf Hitler. Avril 1945. À Berlin, la dernière bataille fait rage. La chute est imminente, mais Hitler pense quand même à la perpétuité de son propre mythe. Aucun objet personnel ne doit être conservé pour la postérité. L'aide de camp d'Hitler, Julius Schaub, se voit confier une dernière mission d'ordre privé. Il vide les coffres-forts contenant la correspondance personnelle du dictateur, détruisant tout ce qui pourrait renfermer des informations sur Hitler en tant qu'individu. À l'intérieur de la résidence d'Hitler, dans les Alpes, se trouvent encore d'autres lettres, documents et photos. Là aussi, Schaub brûle tous ces indices faisant référence à la famille d'Hitler. Berchtesgaden, 5 mai 1945, les soldats américains de la 101e division aéroportée atteignent le Berghof, le nid d'aigle d'Hitler. Après la guerre et l'Holocauste, les vainqueurs veulent tout savoir sur son principal responsable. Les services secrets américains passent la région au peigne fin à la recherche des proches du dictateur. Dans la cave de l'hôtel Berchtesgadener Hof, l'officier George Allen du CIC découvre une valise appartenant à la sœur cadette d'Hitler, Paula. Une photo de la mère du dictateur révèle l'identité de la propriétaire de la valise. Les Américains se mettent en chasse. Hitler a fait mettre sa sœur Paula en sécurité durant les derniers jours de la guerre. Dans un chalet isolé sur le massif de l'Obersalzberg. C'est là que Paula Hitler est arrêtée. Avec son aide, les services secrets espèrent en savoir un peu plus sur le profil psychologique du dictateur. Ils ont commencé à lui poser des salves de questions sur son frère, sur ses sentiments à son égard. Soudain, elle a eu les larmes aux yeux, et quand l'interrogateur l'a pressée d'avouer qu'elle pleurait pour Adolf Hitler, elle lui a dit « N'oubliez pas, c'était mon frère ». Je pense que cette simple phrase résume bien la relation qu'entretenait Paula avec lui. À l'époque nazie, à la demande de son frère, Paula Hitler vivait sous un nom d'emprunt, Paula Wolf. Quelques années après la fin de la guerre, elle écrit ses mémoires. Ce document est longtemps resté introuvable. Comment considérait-elle son frère après tout ce qui s'était passé ? Près de la fenêtre, il y avait une table sur laquelle il y avait une grosse machine à écrire ancienne. Dans l'ouvrage que Paula écrivait, elle faisait une comparaison entre son frère et Napoléon. Aujourd'hui, Napoléon est un héros en France, et elle était intimement persuadée qu'il se passerait la même chose avec son frère, que plus tard il serait considéré comme le héros de l'Allemagne d'alors. Dans les mémoires de Paula, son enfance passée à Linz, au début du XXe siècle, occupe le premier plan. Elle raconte comment son frère a pris la place de leur père dans la famille après la mort de celui-ci. À l'époque, elle le vénère déjà, bien qu'il passe son temps à surveiller et à la tourmenter. Comme elle le dit, plus d'une fois j'ai reçu dans le visage la main vive de mon frère. Les occasions ne manquaient pas. À l'époque, Paula fait déjà honte à Adolphe, qui la trouve trop faible. Les mémoires de Paula ne contiennent aucune allusion à sa propre implication dans le Reich d'Hitler. Il y a une raison à ce silence. Après la soi-disant annexion de l'Autriche, Paula veut s'installer ici, dans le village de Weizen. Sur ordre de son frère, elle doit vivre dans l'anonymat et prend donc le nom de Paula Wolf. On le savait.
même si elle ne voulait pas l'avouer. L'information selon laquelle elle était la sœur d'Hitler s'était ébruitée de toute façon. Cette maison plaît à Paula et elle veut la voir, mais la propriétaire n'a aucune envie de vendre. La propriétaire de la maison a reçu une lettre de Madame Wolf, la prévenant que si elle ne voulait pas lui vendre la maison, elle trouverait d'autres moyens de l'acquérir coûte que coûte. La menace fait son effet. Paula acquiert la propriété, en cadeau, car c'est son frère qui paye. Elle s'y installe en 1940 et se fiance avec le docteur Erwin Jeklus. J'avais entendu dire certaines choses à propos de son fiancé, comme quoi il aurait fait supprimer des gens qui étaient handicapés. Le docteur Jeklus est médecin-chef à l'hôpital psychiatrique am Steinhof de Vienne. C'est là qu'Aloysia Veit, la petite nièce d'Hitler, fut enfermée durant 9 ans. Le fiancé de Paula est un exécuteur volontaire dans le programme d'euthanasie. Il enverra plus de 4000 malades à la chambre à gaz. La sœur d'Hitler le sait. Malgré tout, elle veut épouser le médecin et demande l'autorisation à son frère. Hitler réagit de manière psychotique. Il fait arrêter le fiancé de sa sœur et l'expédie sur le front de l'Est. Lui seul décide qui peut côtoyer la famille. Erwin Jeklus est emprisonné par les soviétiques. Il meurt en détention en 1952. Berchtesgaden, 1958. Voici un enregistrement vidéo anonyme de Paula Hitler, alias Paula Wolf. Elle vit seule, en bénéficiant des aides sociales. Seuls quelques gens du pays connaissent sa véritable identité. La même année, le réalisateur britannique Peter Morley tourne un documentaire sur la dictature nazie, avec des témoins de l'époque, alors proches de Hitler. Tyranny. The years of Adolf Hitler. Ce sera la première et unique interview télévisée de Paula Hitler. J'étais très impressionné d'être assis à côté de la sœur de l'homme qui représentait l'incarnation du mal. Le contraste était total. C'était une dame toute simple, très discrète, très réservée. Je n'arrivais pas à croire qu'un être aussi odieux ait pu avoir cette petite bonne femme comme sœur. C'était tout le contraire de ce qu'on avait toujours entendu dire sur Hitler. En fait, je dirais que, comparée à lui, elle était, pour ainsi dire, diaphane. Madame Hitler ne tolère aucune question en rapport à la politique. Les vidéos de l'interview restèrent longtemps introuvables. Seule la version anglaise a été conservée. Als mein Bruder Adolf ungefähr 2 Jahre alt war, ist einmal auf eine Leiter hinaufgestiegen bis zur obersten Sprosse. Und die Mutter hat gehört, dass When my brother Adolf was about 2 years old, he once climbed up a ladder to the top rung. Mother heard that he was up there on the ladder and was frightened to death. Sie sagte immer, Bubi, komm herunter. Elle parlait de lui avec une sorte de détachement. Elle a raconté que quand il jouait aux Indiens étant enfant, il voulait toujours être le chef du groupe. On pouvait voir qu'elle en était plutôt fière. Mein Bruder Adolf war beim Indianerspielen immer der Anführer. Die anderen, seine Spielkameraden... When we children played Red Indians, my brother Adolf was always the leader. All the others did what he told them. They must have had an instinct that his will was stronger than theirs. Une femme partiale qui ne se voit que comme la petite sœur et ne veut voir le criminel du siècle que comme son frère. Elle avait énormément de respect pour lui. Je pense que si j'avais abordé n'importe quel sujet impliquant un regard critique sur son frère, elle l'aurait défendu. C'est le sentiment que j'ai eu. Elle aurait considéré comme un devoir de prendre sa défense. Paula n'est pas la seule à avoir survécu à la guerre.
le demi-frère aîné d'Hitler, Alois Jr., est également toujours là. En 1945, avec sa femme Hedwig, il fuit Berlin pour se réfugier à Hambourg. Aujourd'hui, pour la première fois, un témoin a accepté de parler. C'est la fille adoptive d'Aloïse et de Hedwig Hitler. Elle tient à rester anonyme. Pour la première fois, elle parle du frère du dictateur. On a appris que c'était le demi-frère d'Adolf. On a eu connaissance de certains éléments concernant ses origines, mais on a gardé le secret. Il ne fallait jamais en parler autour de nous. Je le revois encore, très mince, avec des cheveux gris et une petite moustache. D'ailleurs, c'est drôle, il avait la même moustache qu'Adolf. La parenté avec Aloïs se transforme rapidement en véritable fardeau. À chaque fois, pour le contrôle des passeports, c'est ça que l'on remarque, le nom de famille est le même que celui de l'ex-Führer. Mais on ne peut facilement changer ça. Hitler se transforme en Hiller. Toutefois, Aloïs ne tire pas un trait sur le passé. Tout allait bien pour lui à l'époque du régime nazi. Il en appréciait les avantages. Que pense-t-il donc de son demi-frère? C'était probablement une sorte de relation amour-haine. Mais Aloïs n'éprouvait pas de fierté pour son demi-frère. Sinon, il ne se serait pas terré à Hambourg. Je ne crois pas qu'il était fier de lui. L'ancien restaurateur fortuné est désormais simple ouvrier. Il a été classé par un tribunal de dénazification parmi les personnes au faible degré de responsabilité au sein du parti nazi. Il avait tout perdu, notamment son fils. Et il ne pouvait probablement pas tirer un trait sur l'histoire aussi facilement. À la fin, c'était un homme brisé. En 1945, deux autres proches viennent rejoindre Hedwig et Alois Hitler Jr. dans le quartier Fuhlsbüttel de Hambourg. Hans Hitler, cousin éloigné du dictateur, et sa femme Erna, une ex-employée d'Alois. La tante Erna veut écrire un livre sur la famille. Elle a été assez futée pour interroger Aloïs, lui demander des détails qu'elle a ensuite repris à son compte et qu'elle a vraisemblablement exploité dans son récit. Erna Hitler rédige une chronique familiale de 400 pages. Elle ne sera jamais publiée. Ce que j'ai écrit dans cette œuvre est en grande partie basé sur les souvenirs du demi-frère d'Adolf Hitler. J'aborde l'histoire familiale comme elle s'est vraiment passée. Le livre commence avec l'enfance d'Hitler, à Braunau am Inn. Le père, haut fonctionnaire des douanes, est fier de son travail et brutal avec sa famille. Les injures du père s'unissent aux hurlements du fils. À chaque coup, la mère tressaille et ses larmes viennent s'ajouter à la douleur physique. Elle se réfugie dans le grenier et fait un rempart de son corps au petit Adolphe étendu sur le sol, mais ne peut plus arrêter le dernier coup porté par le père. Pour Adolphe, cette enfance difficile résulte notamment en une relation fusionnelle avec sa mère. Son père meurt en 1903, après avoir bu un verre dans une auberge. 4 ans plus tard, la mère, Clara Hitler, décède à son tour des suites d'un cancer du sein. Ce qui résume le mieux la relation d'Hitler avec ses parents est cette phrase tirée de son livre Mein Kampf qui dit « Je respectais mon père, mais j'aimais ma mère ». En fait, le mot respect est l'élément essentiel. Au bout du compte, c'est ce qui a façonné le caractère d'Adolf Hitler et a fait de lui ce qu'il était. Après la mort de Clara, la famille vole en éclats. Dans le Vienne des années 1910, le jeune Hitler veut devenir artiste-peintre. Il échoue, se sent incompris, aussi par ses frères et sœurs qui le considèrent comme un excentrique. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage volontairement dans l'armée, mais allemande, pas autrichienne. Pour la première fois, il renie aussi sa famille. Extrait de la chronique d'Erna Hitler. Quand ses camarades lui posaient des questions sur la famille, les parents, la fiancée, il ne répondait pas ou disait qu'il n'avait plus personne.
Après la guerre, il s'essaye à la politique comme propagandiste du parti d'extrême droite, attisant la haine des Juifs et de la démocratie. En octobre 1920, il se rend à Vienne pour montrer à sa famille ce que l'excentrique est devenu. Il rend visite à ses deux sœurs dans la Schönburgasse. Cela fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Angela, sa demi-sœur, et Paula, la sœur cadette de sang, sont impressionnés. Paula dira plus tard: sur son visage, on voyait l'expression d'un homme qui savait exactement ce qu'il voulait. Ce qu'Hitler veut avant tout, c'est le pouvoir. Son coup d'État, fomenté en 1923, échoue sous le tir nourri de la police. Hitler est traduit en justice. Une proche parente vient lui apporter son aide pour sa défense, sa demi-sœur Angela Raubeil. Elle fournit des pièces à décharge. Avec l'aide d'Angela, l'ennemi de l'État est condamné à une peine légère, 5 ans de prison ferme. Il sera finalement libéré au bout de 7 mois seulement. C'est en prison qu'il écrit son soi-disant programme Mein Kampf, un pamphlet nourri de haine et de calomnie. Il y parle brièvement de ses parents, mais pas du tout de ses frères et sœurs, Alois, Angela et Paula. Congrès du Parti national-socialiste à Nuremberg. La sœur d'Hitler, Angela, est présente. Totalement dévouée à la cause de son frère, elle soutient sa montée en puissance. Dans une lettre à ses proches, elle écrit « Fasse le ciel qu'il soit victorieux ». Un peu de détente dans ce paysage d'apparence idyllique. Dans la montagne de l'Obersalzberg, à côté de Berchtesgaden, Hitler loue au nom de sa sœur la maison Wahrenfeld. Angela ne s'occupe pas seulement de tenir la maison. Elle a amené avec elle sa fille, Geli. C'est le début d'une liaison fatale. L'oncle se sent attiré par sa jeune nièce. Quand il part en voyage à travers l'Allemagne pour sa campagne électorale, il la séquestre à la maison. Voici ce qu'en pense son ancienne domestique. Il l'aimait comme sa nièce. Même si l'on a cru ensuite qu'il avait une liaison avec elle, je ne peux pas l'affirmer de manière catégorique. Angelina était une jeune fille très sympathique, mais elle devait obéir à son oncle, faire ce qu'il lui disait, et elle n'était pas toujours d'accord avec ça. Parfois, Geli est autorisée à accompagner son oncle en voyage. Le meeting au Sportpalast de Berlin, le 16 novembre 1928, prend des allures d'excursion familiale. La sœur d'Hitler, Angela, s'est procuré de bonnes places. Le demi-frère Alois a pris un jour de congé pour venir avec femme et enfants. Extrait de la chronique d'Erna Hitler. Alois avait beaucoup de mal à réaliser que cet orateur ovationnait de toutes parts, et son frère était une seule et même personne. Geli, par contre, est impressionnée par la popularité de son oncle. Elle est partagée entre ses sentiments contradictoires. Erna Hitler écrira plus tard « Elle avait été d'une certaine manière tellement opprimée par son oncle sur le plan de sa vie privée qu'elle ne voyait plus comment s'en sortir. Elle ne se confiait même plus à sa mère. » L'appartement de l'oncle sur la Prinzregentenplatz à Munich, la cage dorée de Geli. Elle surnomme Hitler « mon gardien de prison ». Conséquence de cette vie, Geli tombe dans un terrible état dépressif. Le 28 septembre 1931, Geli Raubeil se suicide par balle dans l'appartement d'Hitler. L'oncle est épouvanté. Il fouille la chambre à la recherche d'un dernier message, en vain. Il était terriblement éprouvé. Il restait enfermé toute la journée, ne voulait voir personne, ne mangeait plus. Je m'en souviens encore, c'était à Munich. Une semaine plus tard, la nièce bien-aimée est inhumée au cimetière central de Vienne. Hitler en fait une icône de l'apitoiement sur soi-même, le sujet d'un monstrueux culte des morts en hommage à leurs relations funestes.
sa chambre restera intacte pendant des années. Le grand public ne doit rien savoir de tout cela. Bien qu'il reconnaisse sa part de responsabilité dans la mort de ses filles, Angela Raubal reste aux côtés de son frère. Avec la montée en puissance d'Hitler, le massif de l'Obersalzberg devient un lieu de pèlerinage. Le voisinage exprime son dégoût devant ce culte du Führer. On ne pouvait même plus circuler dans notre auberge. Et tous ces gens faisaient tellement de bruit. Mon père s'est mis en colère et a dit « On ne peut pas rester ici. On ne voit plus que des uniformes noirs et bruns. » Querelle de voisinage sur les monts de l'Obersalzberg. Les riverains près de la résidence d'Hitler sont considérés comme indésirables. La demi-sœur d'Hitler, Angela, veut résoudre le problème à sa manière. Je pense qu'elle a poussé un peu son frère, qu'elle a mis de l'huile sur le feu. Surtout que les Schuster, qui tenaient l'auberge, n'étaient pas vraiment enclins à céder. La demi-sœur d'Hitler fait appel au puissant Martin Bormann. Il fait fermer l'auberge et arrêter Karl Schuster. Ils ont envoyé un taxi pour venir chercher mon père. Et là, ma mère, c'était vraiment horrible. Je revois encore et toujours cette image. Ma mère s'est allongée par terre devant le taxi. Mais toute résistance est inutile. Bormann contraint la famille Schuster à abandonner leur maison. C'était vraiment atroce. Le 25 novembre, on a été forcés de partir de la maison. On ne nous a autorisé à emmener qu'une seule valise. Angela Raubal supervise personnellement l'expulsion. Le massif de l'Obersalzberg est systématiquement vidé de sa population. Mais la demi-sœur d'Hitler a de la concurrence désormais. Son frère a une nouvelle petite amie, Eva Braun. On nous l'a présentée très brièvement comme une invitée. On nous a dit que c'était une employée de chez Photo Hoffmann à Munich. Et c'était en apparence une simple invitée parmi d'autres. Mais on savait qu'elle avait droit à un traitement de faveur. Pour Angela Raubal, la présence de la maîtresse de son frère est un affront. Elle traite Eva Braun de gourde et se plaint à Hitler. Tous les jours, elle râlait. Tu n'as pas honte de pavaner avec une petite jeune, avec ses airs de midinette? Et un jour, il a lancé « Ce sont mes histoires. Mêle-toi de ce qui te regarde et fiche le camp d'ici, vite !» Angela doit s'exécuter. Elle quitte le Berghof et jusqu'à nouvel ordre, elle y est persona non grata. 1932, la campagne électorale et des paroles haineuses. Ich kann nur das deutsche Volk bitten, dass es niemals auf diese dummen und blöden und schwindelhaften Phrasen dieser internationalen Weltjuden eingeht. Plus le partisan du racisme se rapproche du pouvoir, plus fréquentes se font les questions de ses adversaires concernant ses origines. Dans le château de Senftenegg, en Basse-Autriche, vit un homme qui peut aider Hitler. Le généalogiste Karl Friedrich von Frank lui propose ses services et se voit confier la mission de lui certifier des origines décentes. Le dossier de l'arbre généalogique d'Hitler est resté dissimulé durant plusieurs décennies dans cette pièce cachée de la bibliothèque du château. Plus de 1200 pages de documents sur le mystérieux arbre généalogique du dictateur. Dans l'Allemagne hitlérienne, tous les écoliers doivent bientôt savoir comment s'y prendre pour obtenir un certificat d'arianité. Le leader du parti nazi lui-même avait un problème dans ce domaine. La propre famille d'Hitler n'était pas du tout à la hauteur de cet idéal arien qu'il voulait imposer à l'Allemagne. Quand on y regarde de plus près, en réalité, très peu de personnes dans sa famille correspondaient à cet idéal. En vérité, la plupart étaient pleines d'imperfections et lui faisaient honte.
La filiation du père d'Hitler elle-même est déjà une énigme. Il est né sous le nom d'Alois Schicklgruber, et c'était un enfant illégitime. Plus tard, Schicklgruber fera référence à un certain Georg Hitler comme étant son père, alors que ce dernier était mort depuis 20 ans. Une légitimation douteuse, mais à partir de là, Alois prend le nom d'Hitler. Son fils Adolphe fait néanmoins publier l'arbre généalogique et écrit à l'enquêteur en charge de la mission « Autant que ma sœur et moi pouvons en juger, elle est authentique », faisant référence à la lignée de ses ancêtres. Mais ses adversaires y plongent leur nez et découvrent un Salomon dans l'arbre généalogique. Cela sonne juif, dit la presse. Bientôt, les journaux font des spéculations sur les racines familiales du fanatique antisémite. Un journal viennois publie des photos de pierres tombales portant des noms comme Hitler. À la vérité, rien n'indique qu'Hitler ait eu des ancêtres juifs, mais à l'époque, la question reste en suspens. 30 janvier 1933, Hitler est appelé au pouvoir. Désormais, c'est lui seul qui décide ce que l'on doit savoir de lui. Extrait de la chronique d'Erna Hitler. Au milieu de la foule en liesse, Alois et Hedwig se tenaient derrière les barrières et retenaient leur souffle devant cet événement. Comme tout le monde, ils agitaient la main en direction du balcon. Leur puissant parent a dû les apercevoir. Il leur a fait signe à son tour et personne, sur la grande Wilhelmplatz, ne pouvait se douter à quel point les deux fidèles d'Hitler se sont sentis petits à cet instant. Le lendemain, à Berlin, des journalistes rendent visite au demi-frère d'Hitler, Alois. En l'espace d'une nuit, le simple serveur est devenu quelqu'un de très demandé. Alois s'est bien décidé à en profiter. Je savais qu'il avait un frère, Alois, et qu'il lui écrivait régulièrement. Un jour, en faisant la poussière, j'ai vu sur son bureau 2 grandes feuilles. C'est son frère qui lui avait écrit. Hitler a dit à Bruckner ou à Krauss, je ne me rappelle plus très bien, « Alois me demande encore de l'argent, il a toujours besoin d'argent. » Alois a de grands projets. Il veut ouvrir son propre restaurant à Berlin. Le dictateur lui apporte son aide, comme la fille adoptive d'Alois s'en souvient. Adolphe lui a donné un capital de départ pour monter son affaire à Berlin. Ensuite, il nous a fait encore d'autres cadeaux, car si je me souviens bien, il avait offert une voiture à maman. À 3 kilomètres de la porte de Brandebourg, sur la Wittenbergplatz, le demi-frère du dictateur ouvre son restaurant qu'il a simplement baptisé Alois. Bientôt, l'identité du cuisinier est connue dans les alentours. Acteurs, journalistes et camarades du parti sont des habitués. Apparemment, le restaurant avait beaucoup de succès. De nombreuses personnalités importantes s'y retrouvaient. C'est sûrement le nom qui attirait autant de monde. On salue le patron par des Heil Hitler. Alois veut agrandir son entreprise, mais le propriétaire de la maison, un juif, s'y oppose. Le demi-frère d'Hitler fait jouer son nom et écrit au Deutsche Arbeitsfront, Front allemand du travail. D'après les récentes lois, le temps des Juifs, ayant du pouvoir dans le domaine de la propriété foncière, devrait être révolu. L'antisémitisme comme appui dans la querelle entre le puissant proche d'Hitler et le propriétaire. L'opportuniste réussit, agrandit son entreprise. Le propriétaire s'exile en Hollande. La vie privée d'Alois est également discutable sur le plan moral. Durant plusieurs années, il est marié à 2 femmes simultanément. De son union avec l'Irlandaise Bridget Darling naîtra un fils, William Patrick Hitler, qui, au grand dépit du dictateur, aime bien solliciter la presse internationale avec des histoires de famille sur l'oncle Adolphe. L'oncle est très en colère et appelle William Patrick son plus ignoble parent.
Voilà ce neveu, du nom de Willy Hitler, qui vit à Londres. Son oncle devient chancelier d'Allemagne. Quelques mois plus tard, Willy arrive à Berlin, bien décidé à tirer profit de son nom. À Londres, le nom de Hitler serait plutôt un handicap. Dans le Reich, en revanche, on peut l'utiliser pour faire carrière. Le neveu est un profiteur. Je le connaissais seulement sous le nom de William Patrick Hitler. Je l'appelais Monsieur Hitler, c'est tout. C'était de la simple politesse. Je ne le décrirais sûrement pas comme un intellectuel, il était petit bourgeois. Il n'avait pas spécialement une bonne éducation et n'était pas particulièrement cultivé. William Patrick est insensible à la culture allemande. Il y a bien d'autres choses qui l'intéressent dans la capitale. Quand je me suis inscrit à l'université, il a refusé de me suivre. Au lieu de ça, il m'a demandé où est-ce qu'il pouvait rencontrer des filles. On a ensuite discuté, c'est moi qui ai suggéré l'idée du thé dansant. Dans le domaine de la sexualité, il ne savait pas s'exprimer de manière décente. Il ne connaissait que des expressions grossières et il ne se gênait pas pour les employer. William Patrick Hitler ne peut s'empêcher d'employer un langage obscène quand il s'adresse aux femmes. William Patrick Hitler était le neveu infernal. C'était une véritable calamité pour son oncle. Hitler avait beaucoup de choses à cacher. Il y avait beaucoup de choses dans sa vie dont il avait honte et dont il évitait de parler, mais je crois qu'il n'y avait personne dans son entourage qu'il maudissait autant que Willy Hitler. C'était le neveu qu'il méritait. Par l'intermédiaire de son oncle, William Patrick Hitler est engagé pour travailler dans l'établissement de crédit du Reich. Mais pour ce Hitler-là, un emploi stable n'est pas ce qu'il lui faut. Le neveu a de grands projets. Il menace son oncle de révéler des secrets de famille à la presse anglaise si ses conditions de vie ne s'améliorent pas. C'était un acte de chantage éhonté de la part de Willy. Et le plus étonnant, c'est que ça a marché. Mais avec quoi le neveu peut-il faire pression sur l'homme le plus puissant d'Europe ? Hitler avait surtout très peur que Willy ait trouvé des preuves comme quoi du sang juif coulerait dans les veines de certains membres de la famille, ce qui aurait été une catastrophe absolue pour lui. En réalité, ce que Willy menaçait de révéler, c'est le fait que son père, Alois, le demi-frère d'Hitler, s'était rendu coupable de bigamie et avait été condamné pour ça. Un quiproquo qui se révèle bénéfique pour le neveu. William Patrick vit durant 6 ans au sein du Reich sans jamais être inquiété. Mars 1938, l'Autriche est annexée au Reich. C'est l'Anschluss. Hitler revient dans son ancienne patrie en conquérant. La ville natale de ses ancêtres, dans la région du Waldviertel, en Basse-Autriche, est proclamée berceau ancestral du Führer. Les journalistes des actualités télévisées de l'Ostmark se réjouissent. C'est comme si tous les Hitler, Schmid et Schick-Gruber du coin avaient soudain été faits chevaliers. Le 1er mai, on a fêté l'anniversaire d'Hitler en grande pompe. Vous auriez vu tous les nazis qui étaient jusque-là en situation illégale en Autriche, comme ils étaient heureux. Partout, on n'entendait plus crier que « Heil Hitler !» Ich bin so glücklich, in diesen Tagen hier zu sein, da sich ein Traum meiner Jugend und die Sehnsucht meines Lebens erfüllt hat.
Mais finalement, les ancêtres s'avèrent gênants. Le berceau ancestral devient un site d'entraînement pour les troupes. Des milliers de gens sont déplacés. Voici à quoi ressemblait Döllersheim après sa destruction. Un anéantissement total en ce qui concerne la lignée des ancêtres. On part ainsi à toute question malvenue sur les origines d'Hitler. Un an plus tard, la guerre éclate. Le dictateur veut la victoire de la soi-disant race supérieure. Le fils de son demi-frère Alois et de la deuxième femme de celui-ci, Hedwig, veut aussi se battre pour ça. Le neveu préféré d'Hitler, Heinz. Il s'inscrit à l'Institut de formation nationale socialiste à Badenstedt. Un établissement d'élite avec un entraînement militaire rigoureux. Heinz veut devenir officier. Dans l'Institut, tout le monde sait à qui ils ont affaire. Une fois, ils étaient partis en voiture dans Magdebourg. Ils roulaient comme des dingues, mais sans permis. Ils se sont fait arrêter par la police et quand l'autre a sorti ses papiers avec Heinz Hitler marqué dessus, ils se sont mis au garde à vous et ils les ont laissés partir. En 1941, Heinz part à la guerre contre l'Union soviétique par affection pour son oncle. Une guerre d'extermination à l'Est. Il est sous-officier du service de renseignement dans le 23e régiment d'artillerie. Son nom seul peut le mettre en danger. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, si un Russe capturait quelqu'un du nom d'Hitler, il n'y avait que deux possibilités. Soit il le gardait prisonnier pour qu'il lui serve à quelque chose plus tard, ou alors... Le soir du 10 janvier 1942, Heinz Hitler reçoit l'ordre d'aller récupérer du matériel de communication sur un poste avancé. Il ne reviendra pas. Maman avait toujours dit, et papa aussi d'ailleurs, qu'elle ne voulait pas qu'il aille au front. Je crois qu'Adolf Hitler n'était pas non plus très enthousiaste à l'idée de le voir partir là-bas. Mais le neveu refusait tout traitement de faveur. Il nous manque. On n'a jamais reçu d'avis de décès. On ne nous a jamais dit qu'il avait été tué à tel endroit en Russie ou autre part. On ignore ce qui lui est arrivé. C'est aussi ça qui a miné mes parents. Mon père a toujours dit « J'aurais au moins aimé connaître les circonstances de sa mort, mais là c'est le flou total. » Heinz s'est fait prisonnier. Il est emprisonné à la maison d'arrêt pour VIP de Bourtirka, à Moscou. Après plusieurs mois d'interrogatoire, il meurt en prison. Son nom lui a porté malheur. Avril 1945, les troupes soviétiques entrent dans la région du Waldviertel, en Basse-Autriche, le berceau ancestral d'Hitler. Les recherches commencent pour tenter de retrouver des partisans du Führer. Les soldats de l'armée rouge franchissent aussi cette vallée. Un cousin éloigné d'Adolf Hitler vit encore ici aujourd'hui. Il est agriculteur et s'appelle Adolf Koppersteiner. Pour la première fois, ce passionné d'accordéon parle du malheur d'être apparenté au dictateur nazi. Mes parents n'avaient rien fait à personne. De toute sa vie, mon père n'a jamais fait de mal à personne, et ma mère non plus. Ils vivaient dans la crainte. Ils avaient terriblement peur des Russes. Dehors, devant la maison, ils avaient creusé un abri. Je m'en souviens, j'étais encore tout gamin. Ils voulaient pouvoir s'y cacher si nécessaire. Cette photo de la famille Koppersteiner a été prise 7 jours avant l'entrée de l'armée rouge dans le Waldviertel. Ensuite, plus rien n'a jamais été pareil. L'ordre vient de Moscou. Emprisonnement pour tous les proches d'Hitler. Les Russes nous avaient bien dit que c'était juste pour quelques jours, le temps de prendre leur déposition, mais nous on a tout de suite compris qu'ils ne reviendraient jamais. Dès le début, la sentence s'est avérée.
Ils sont condamnés aux travaux forcés. Ignaz Koppensteiner et sa femme Maria sont interrogés jusqu'à ce qu'ils reconnaissent avoir une part de responsabilité dans la Deuxième Guerre mondiale. On espérait tous les voir revenir un jour. Malheureusement, en vain. Ils ne sont jamais rentrés. On n'a plus jamais eu de nouvelles. On n'a pas reçu de lettres. On était dans l'ignorance la plus totale. Adolf Koppensteiner n'a que 6 ans quand il perd ses parents. Je ne m'en suis jamais tout à fait remis. Pour être honnête, même aujourd'hui, j'ai encore peur parfois. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est la crainte de devoir payer pour les crimes de son cousin éloigné, même 60 ans après la fin de la guerre. Un seul membre de la famille a réussi à ne pas se laisser aveugler par le prestige du dictateur, son neveu William Patrick Hitler. Il quitte l'Allemagne avant le début de la guerre. En 1939, il se rend à New York avec sa mère. Et là, il vire de bord. I believe that Hitler's policy in Europe will not bring any benefit to the human race at all. Il s'est profité de la situation. I hope that the American people in this country will not be kidded by my moustache because, after all, my heart is in the right place and that's the main thing. Même en exil, ces Hitler-là souhaitent exploiter le patronyme. La mère de Willy écrit un livre, Mon beau-frère Adolf Hitler. Et William Patrick donne des conférences où il n'hésite pas à dire qu'Hitler aille au diable. Willy écrit au président Roosevelt qu'il a l'intention de lutter contre son oncle. Le FBI commence par surveiller le neveu, puis finalement décide de l'aider. It is Der Führer's nephew, William Patrick Hitler, 32, who came here from England 5 years ago. This will break Uncle Schicklgruber's heart. As a member of the armed forces, I hope to take an active part in the liquidation of this man, my uncle, who has unleashed such misery upon the world. Après la guerre, Willy Hitler se retire à Long Island, dans l'État de New York. Le temps des grandes apparitions en public est révolu. Willy a peur que sa parenté avec le criminel du siècle lui porte préjudice. Finalement, Willy s'est résolu à changer régulièrement de nom et de résidence. Il vivait dans la peur absolue d'être rattrapé par son passé. Malgré tout, il appelle son premier fils Alexander Adolf. Et son nouveau nom de famille, que nous ne dévoilerons pas ici, rappelle étrangement celui d'un modèle spirituel d'Hitler. Les enfants de William Patrick ne révéleront jamais leurs secrets. Ils vivent dans l'anonymat. Mais personne ne peut jamais vivre de manière totalement anonyme. Un ancien ami du plus jeune fils, Howard, va découvrir par le biais de cette interview la véritable identité de ce dernier. Heureusement qu'Howard a changé de nom. Je crois que sinon, il aurait malheureusement eu beaucoup de mal à vivre où que ce soit. Ont-ils réussi à échapper à leur passé? Howard a grandi avec un pan de l'histoire qui ne le concernait absolument pas. Et je pense qu'il a bien fait de n'en parler à personne. De ce que je sais de lui, je vois que malgré le lourd passé de ses parents, ils sont venus ici et ont réussi à devenir une famille américaine comme les autres. Deux fils sont devenus jardiniers. Le troisième est psychothérapeute. Ils gardent toujours leurs secrets. Un avocat est là pour couper court à toutes les tentatives de prise de contact. Tous les proches d'Hitler encore vivants aujourd'hui se sont isolés du reste du monde.
Ils ne répondent pas aux sollicitations à quelques exceptions près et évitent de trop se montrer en public. Ce faisant, inévitablement, ils perpétuent le mythe construit par leur ancêtre Adolf Hitler. Une vie dans l'ombre. On dirait qu'ils ont décidé de laisser s'éteindre la lignée familiale. Le fils aîné a passé la cinquantaine, les autres ont entre 30 et 40. Aucun n'a fondé un foyer, ils n'ont pas d'enfants. Naturellement, on pourrait en déduire qu'ils n'ont pas l'intention de faire en sorte que la famille se perpétue. Une famille pour laquelle personne ne peut prendre parti. Angela Raubal a vécu de manière anonyme à Munich jusqu'en 1949. Elle a eu 2 enfants. Paula Hitler meurt en 1960, sans descendance. Alois meurt en 1956. Il est enterré dans un cimetière de Hambourg, aux côtés de sa femme Hedwig et de Erna et Hans Hitler. Son fils William Patrick Hitler meurt en 1987. Il a eu 3 fils qui vivent toujours aux États-Unis. Aujourd'hui encore, des proches d'Adolf Hitler vivent quelque part en Autriche et aux États-Unis. L'ombre de son passé criminel ne les abandonnera jamais.